Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier. Bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on rencontre un champion de soccer de table originaire de Québec. On revient sur une course qui avait lieu hier à la station touristique du Chêné, une course en sentier du circuit Je cours Québec. Mais tout d'abord, revenons sur une autre course, celle-ci à obstacles, une course inspirée de la vie des bûcherons. Ça avait lieu samedi dernier à Mont-Sainte-Anne. Nous avons rencontré l'ancien athlète de biathlon et concepteur de la Northman Race, Marc-André Bédard. J'ai appris entre les branches que mon grand-père a travaillé dans un camp de bûcheron, que je savais un peu qu'il avait toujours bûché, mais pas à ce point-là. Fait qu'en le sachant un peu, ça m'a beaucoup inspiré à essayer de retourner pour, comme on dit, honorer notre nom, que la plupart des Québécois, des Canadiens français là, ont travaillé en foresterie. Fait que l'inspiration vient de là beaucoup. Puis après ça, bien, tout le côté forestier là, québécois, là, il est assez fort, assez ancré entre nous. Puis j'essaie de ramener un peu la fierté que les gens ont oublié un peu avec les années. Là. Quand j'ai été approché par le groupe Just Run pour organiser une nouvelle course, côté compétitif, sérieux, fair pour tout le monde, j'avais tout de suite en tête le thème bûcheron, le thème pour apporter la masse, mais aussi le côté compétitif, sérieux. C'est le côté vraiment le fun avec la course à obstacles qu'on retrouve moins dans les sports plus standards, qui sont standardisés pour les Olympiques et tout, où on peut se laisser aller avec le côté créatif. Nous, on fait toujours ça, dans le fond, avec ce thème-là, c'était de ramener des choses un peu plus classiques là, du temps des bûcherons, mais qui étaient très dangereuses dans le temps, là, fait que les ramener d'un côté plus safe. Beaucoup d'obstacles naturels. Le Mont-Sainte-Anne, c'est un joyau extraordinaire canadien et même nord-américain. J'ai pas vu ça souvent, là, des beaux terrains comme ça. Puis là, on est dans la saison, en plus, là, entre deux saisons. Là, fait qu'on utilise beaucoup de single track. On est beaucoup dans le bois, dans la forêt. Il y a plusieurs choses, là, des creeks, des arbres qui sont tombés un peu partout qu'on va utiliser de ce côté-là. Puis côté construit, là, on a, en tout, on a le matin, c'est 6 km, environ 30 obstacles. L'après-midi, 35, c'est plus 40. Sur 9 km l'après-midi. Là. On en a 8 de plus, mais pour aller chercher plus de fun puis aller chercher vraiment les plus belles trails, on a augmenté ça un petit peu sur 9 km. On a la gaffe aussi du draveur, les gaffes qui étaient les bâtons que les draveurs utilisaient pour passer là, dans la rivière. Là, ça leur prenait absolument leur bâton, fait que les gens naviguent d'un bâton à l'autre, d'une gaffe à l'autre sur l'obstacle qui est encore une fois visible du village. On a le godin d'or en haut, là, où c'est vraiment une série de petits murs, mais que ça fait vraiment la forme des dents d'un godin d'or, d'une scie là, antique. Puis de ce côté-là, c'est super physique aussi. Le lancer de la hache aussi, qui est assez ludique là, comme obstacle. Puis les segments agilité, vitesse et force, qui sont un peu un nouveau concept aussi, là, que les OCR World Champs font un petit peu, les championnats du monde. Mais nous, on l'a poussé un peu plus, vraiment dans les sections. Premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers de la course. Le village va être super interactif pour les gens, avec les bûcherons professionnels, forgerons, des gaufres pour tous les participants. On a plusieurs choses là, qui vont apporter au côté festif, qu'un spectateur peut venir. Puis en avant-midi, là, on avait même une vague par enfant pour le 6 km. Le 6 km ne monte pas beaucoup dans la montagne, donc c'est très faisable pour tout le monde à pied, à la marche ou en courant. Puis c'est pas chronométré non plus, donc les gens s'entraident. Il n'y a rien qui est obligatoire pour les obstacles, pour le côté là, des nouveaux de la course à obstacles. Puis c'est vraiment plus ceux qui veulent se challenger dans l'après-midi qu'on fait des ajustements sur les obstacles. On a des règlements aussi parce qu'on est un qualifiant pour les championnats du monde OCR. Puis à partir de là, les gens qui sont craqués, là, les gens qui en font beaucoup et qui veulent se qualifier, là, eux, il faut qu'ils fassent les obstacles puis il faut qu'ils réussissent tout pour passer. Let's go, let's go, let's go! Les départs qui s'entrecroisent beaucoup. On passe au-dessus du départ, on passe en dessous. On repasse 4 fois autour du festival. On a à peu près 8 obstacles là, majeurs là, qui sont visuels là, du festival, là, du côté village. Là. Fait que, à partir de là, les gens vont vraiment en avoir là, pour leur argent.
La température pluvieuse n'a pas empêché les nombreux passionnés de course en sentier de prendre part à la 4e édition du Trail des Courants des Bois de Québec hier. Près de 800 participants se sont rendus à la station touristique du Chêné et ont bravé les mares de boue qui se trouvaient sur les parcours. Les options du 18, du 8 ou du Trail des jeunes de 1,5 km s'offraient aux coureurs. Félicitations à Alexandre Ricard de Victoriaville qui remporte l'épreuve du 18 km homme avec un chrono de 1h16 minutes et 15 secondes. La programmation 2017 de Je cours Québec se poursuivra dès le dimanche 4 juin avec la 32e édition de la descente royale de Québec. Des nouvelles des Remparts de Québec, le directeur général et entraîneur-chef Philippe Boucher n'embauchera pas d'entraîneur adjoint avant la séance de repêchage de la LHJMQ samedi le 3 juin prochain. La récente embauche de Daniel Renaud au poste d'entraîneur en chef des Cataractes de Shawinigan a laissé un poste vacant au centre Vidéotron. Boucher qui compte toujours sur les services des adjoints Marc Fortier et Ghislain Rousseau. Le DG compte procéder à une embauche la semaine suivant le repêchage à Saint-John où les Remparts détiennent le 18e choix du premier tour. L'an dernier, Boucher avait surpris en transigeant pour obtenir le 14e choix aux Screaming Eagles et avait repêché l'attaquant Andrew Coxhead. Après la pause à l'Esprit sportif, pratiquez le soccer de table à un niveau international. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Plusieurs jeux spectaculaires ont marqué la dernière saison. À la Coupe d'Antimont, Laval remporte le match face au Carabin de façon inusitée. Au dernier essai à 3 verges des buts, l'attaque du Rouge et Or y va d'un incroyable jeu truqué qui restera gravé dans la mémoire des amateurs. Quelques semaines plus tard, à la finale de la Coupe Vanier, face à Calgary, un botté bloqué en fin de match permettra au Rouge et Or de récupérer le ballon dans la zone critique et marquer par la suite le toucher de la victoire pour le 9e championnat de son histoire. Originaire de Stoneham, François Veilleux-Lessard est un champion de soccer de table. Il pratique en ce moment au niveau mondial. Il est 55e au monde. Ici au Québec, il est le meilleur joueur en double et le 4e en simple. Je suis allé le rencontrer à l'entraînement au tapis vert à Sainte-Foy. François, j'ai devant moi un joueur de soccer de table de calibre international, mais c'est quand même assez récent pour toi comme passion. Comment ça a débuté pour toi? Moi, ça a débuté il y a 6 ans. J'ai commencé à jouer au cégep, dans les bars un peu. Et après ça, je me suis informé pour savoir s'il n'y avait pas une ligue à Québec que je pourrais commencer à jouer. J'ai découvert la ligue, l'OQBB en fait. C'est une ligue qui a plein de tournois partout sur la province, des tournois hebdomadaires et des tournois provinciaux. J'ai adoré l'expérience. Ça m'a poussé à devenir un meilleur joueur puis à jouer plus au baby-foot. Il y a 5 tournois provinciaux dans l'année. Il y en a 2 à Montréal, 2 à Québec, 1 à Trois-Rivières. On peut jouer tous les calibres. Il y a du calibre amateur. Il y a une association qui regroupe toutes les ligues au Canada. C'est la TSAC. Puis il organise un championnat canadien à chaque fois qu'il y a une Coupe du monde qui s'en vient pour faire les qualifications de l'équipe qui va aller au championnat du monde. J'étais à 3 championnats du monde. C'est des immenses compétitions comparées à ce qu'on a ici. Ici, ça, comme j'ai dit, c'est entre 50 et 100 joueurs. Là-bas, c'est plus entre 350 et 450 joueurs. Toutes les catégories, en fait, féminin et masculin, double et simple et tournois par équipe. C'est des immenses tournois, des organisations hors du commun. Est-ce qu'il y a des joueurs professionnels dans le monde qui ne font que ça? Très peu. Je dirais que dans le monde, il y a peut-être 10 joueurs qui vont faire ça la majorité de leur temps. Puis que je pourrais dire qu'ils n'ont pas nécessairement un travail à côté. Ils ont peut-être autre chose à côté, mais il y a probablement une dizaine de joueurs dans le monde qui réussissent à faire leur vie avec ça. Les meilleurs joueurs, c'est très impressionnant tout le temps. Je m'en viens avec un certain calibre, mais je suis encore impressionné de voir comment certaines personnes peuvent dominer la scène. Puis c'est très intéressant à voir. 5 tables officielles en ce moment au niveau de l'ITSF, qui est la Fédération internationale de soccer sur table. Les différences se comparent. J'aime ça comparer ça au tennis. Il y a des joueurs de tennis qui sont plus habiles sur terre battue, ou etc. C'est un peu les mêmes différences qu'on retrouve. L'adhérence des tables,
Vraiment, là, le contrôle qu'on peut avoir est vraiment différent d'une table à l'autre. Puis il y a certains joueurs qui sont hyper puissants sur certaines tables, tandis que sur d'autres, ils ont beaucoup de difficultés. Mais ça reste que les meilleurs joueurs sont habiles sur toutes les tables et ils performent dans tous les tournois. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon joueur de soccer de table? En fait, pour être un bon joueur, ça prend un bon fond technique, un bon jeu de base. Ça, il faut avoir pratiqué beaucoup seul sur une table. Sinon, ben, pour faire honneur à ce qu'on est capable de faire sur une table, il faut aussi prendre les bons choix, les bonnes décisions en fonction de l'adversaire contre qui on joue. Fait que ça prend un super bon jeu mental, être capable d'élaborer des stratégies, être capable de concéder des choses pour mieux profiter de l'adversaire, pour toujours gagner plus de balles, faire plus de buts, puis s'assurer des victoires. Pour t'aider à garder ton focus sur un match, tu fais des liens vers d'autres disciplines dans tes échecs, vers la musique. Ça t'aide dans ton jeu? Moi, je suis un joueur de piano, fait que le piano et le baby-foot, c'est deux choses de coordination de main et œil. Donc, c'est très bon pour la motricité, tout simplement. Puis aussi, la musique, ça travaille gros la partie droite du cerveau qui est liée à la créativité. Quand tu arrives sur une table, c'est plus facile d'élaborer des stratégies, tout simplement. Puis les échecs, ben, le plus gros parallèle que j'ai trouvé avec ça, c'est que bien souvent, aux échecs, c'est que tu profites des erreurs de ton adversaire, des lacunes. Puis au baby-foot, c'est la même chose. Dans 2 semaines, il y a un tournoi provincial à Trois-Rivières. Puis sinon, dans 2 ans, c'est le prochain championnat du monde en Espagne. Puis cette année, je planifie probablement aller aux États-Unis, faire quelques tournois là, internationaux aux États-Unis, essayer de gagner quelques bourses là-bas. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Carl Larouche est de retour demain. On se dit à la prochaine. Ciao!